Un, deux. Yes. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, on tenait à vous souhaiter une très belle année 2020, David et moi. Bah ouais, bonne année. Bonne année. Bonne année à tous. Bonne année. Merci d'être aussi nombreux encore une fois pour cette 9e édition. Merci à Link Value de nous accueillir. On peut les applaudir. Merci. C'est la 2e fois. Merci encore à Saveur Bière pour les bières que vous avez dans les mains. Merci. Et donc, petite intro ce soir simplement pour vous rappeler qu'on fait encore un appel aux speakers pour les suivants. C'est-à-dire que là, on a booké le prochain. On ne vous le dira pas. mais après, on n'en a plus. Donc, si on veut continuer à faire le React Beer, voilà, on cherche des speakers. Donc, si vous connaissez des personnes qui ont des idées de talk autour de l'univers React, même JavaScript, on commence à accepter. N'hésitez pas à nous le dire. Donc, sur Twitter, React Beer Lille, soit David, soit moi. Vous nous trouvez sur les réseaux et puis vous nous dites et puis pas de soucis. Voilà, follow. Voilà, donc là, je vais laisser la parole à Maxence et Gauthier. Et puis, bon talk. Bonne soirée. Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Moi, c'est Maxence, c'est l'aîné des frères Lefebvre et le plus beau. Les deux. Je vous présente aussi Gauthier, mon petit frère. De mon côté, ça fait 6 ans que je suis dans le monde professionnel de l'informatique. J'ai fait beaucoup d'applications internationalisées et internationalisables. Ça fait 5 ans que je dois faire du JavaScript en commençant avec SAP 8.5, AngularJS, React, Angular, je sais pas trop plus, React, un peu de Vue, c'est de la merde, React. Et j'ai commandé React, c'est bon, je crois que j'ai vu un peu tout le reste, j'ai fait mon choix. Pour ce talk, on a décidé de faire les slides en React avec le framework Spectacle. Un conseil, non. On a publié les slides sur GitLab Pages, donc vous avez en bas, je ne sais pas si vous le voyez, c'est éteint la lumière. Il y a debit.li/rbl-18n pour avoir les slides et rbl-18n-code pour pouvoir accéder au code source justement. Vu que c'est des slides, on n'a pas non plus fait trop d'efforts des autres. Mais en tout cas, il y a quelques samples qui traînent, etc. Alors, le but de ce talk, c'est parler d'internationalisation. C'est comme ça, hein? Quel est le problème? Le problème, c'est que tout le monde ne parle pas la même langue. Logique Sherlock. Le problème, c'est que y a des pays qui aiment bien avoir des unités et des façons de faire qui sont un peu débiles. Je vous laisse deviner. Et qu'il faut pouvoir les gérer aussi dans notre code. Ça fait aussi partie des grosses douleurs pour moi, pour un junior, entre l'encoding des fichiers, l'upload de fichiers et les dates. Voilà, on peut aussi remercier les Américains pour changer. Notre besoin, c'est, pour vous comme pour nous, c'est on veut essayer de toucher un maximum d'utilisateurs dans plusieurs pays, dans tous les pays possibles. Par exemple, si vous êtes un site de e-commerce, vous allez regarder, vous n'allez pas vous priver d'un potentiel revenu en n'attaquant pas un pays juste parce que votre application n'est pas internationalisée. On veut aussi faire en sorte que ça ne coûte pas trop cher, donc pas trop ajouter de temps de développement, ou lorsque on a bien parti, ne pas passer trop de temps pour ajouter ou mettre à jour des langues dans notre application. À savoir, c'est aux États-Unis, il y a des startups qui marchaient très bien là-bas. Ils avaient oublié de gérer l'internationalisation dès le départ, et juste pour la mettre en place après coup sur leur V2, ils ont fait faillite. GG. Du coup, on va essayer de s'y prendre tout de suite. GG. La deuxième partie du problème pour nous, c'est qu'il n'y a pas vraiment de façon standard en React de manager l'internationalisation. En fait. Petit disclaimer, ce qu'on vous présentez ce soir, c'est pas un standard, c'est comment on est arrivé là où on en est. Donc on va faire ça étape par étape, du simple à mettre en place techniquement, mais avec beaucoup de douleur, à quelque chose qui va prendre un peu plus de taf à mettre en place, mais on va aiser franchement l'ajout de langue, la mise à jour des fichiers, etc.
Pour démarrer, donc la façon la plus simple de mettre en place des messages intentionnalisés dans une application React, tout en bas, ça va être d'abord de se définir un objet qu'on va pouvoir se passer un peu partout, dans lequel pour chaque langue, on va définir tous les messages. Donc là, par exemple, en anglais, en français, des messages comme ID Hello et World et les traductions Hello World et Bonjour. On va se créer un contexte. Alors, big up à ceux qui étaient là au meetup sur le contexte il y a 3 mois. Donc du coup, on crée un contexte React. Ce contexte de base, c'est un objet comme clé locale et set local. Par défaut, on s'est mis en anglais. Et par défaut, set local, il fait rien. C'est de l'OP, de l'Odash, par exemple. On va se définir notre provider. Donc on récupère le contexte créé, on définit un provider. Dessus, on va avoir le state qui va gérer à la fois la locale et le set local. C'est quoi, j'ai envie de trop expliquer. Notre premier consommateur, donc un message qui prend comme props ID default message, qui va aller chercher dans le contexte la locale en cours et dans l'objet, on a défini tout en haut, le message qui est l'identifiant qu'on vient passer, sinon le message par défaut, sinon l'identifiant. C'est bien d'avoir la possibilité de choisir les messages. Maintenant, ce serait bien de pouvoir choisir la langue. On se fait un petit select des familles. C'est encore un consommateur du contexte avec 2 options. On va aller se baser sur le set local du contexte. Et voilà, donc notre application avec le provider, le sélecteur, message et puis les messages. Ça fait un truc tout bête. Je ne sais pas si j'ai gagné. Je sais pas si il tourne encore. Ah, désolé. Voilà, bon, donc Hello World, et puis un select tout pété pour changer. Voilà. Bravo. Merci. Voilà. Donc si on veut faire un peu un petit constat, en termes d'implémentation, je pense que c'est assez simple, ça m'a pris 2 minutes à expliquer. En termes de scalabilité, pour ajouter un nouveau langage, bah, c'est à la main, super. Donc si comme nous aujourd'hui, vous avez 15 langages à définir, bah, on s'amuse. Pour mettre à jour les langages, il faut tout faire à la main. Donc Lauriane dans la salle pourra vous expliquer que c'est 2 jours par sprint pour regarder les clés qui changent entre 2 fichiers de message parce que les développeurs ont mal fait leur taf. On ne peut pas variabiliser. Si je veux mettre un count à l'intérieur ou fichier il y a 7 heures ou 7 hours ago, et on va vous en parler juste après, c'est impossible si on passe des fonctions. Si on a des traducteurs sous la main, intégrer leur traduction, ça se fait aussi à la main. Vous commencez à voir que toutes les 2 semaines, on va passer un petit bout de temps juste pour maintenir cette codebase de messages en fait. Pour les traducteurs, c'est chiant d'apprendre JSON, ou sinon vous envoyez des Excel et vous faites le parsing vous-même, c'est toujours aussi cool. Et en termes de format, il n'y a pas vraiment de convention de syntaxe de message parce qu'il n'y a pas vraiment de façon de variabiliser ou de gérer le pluriel ou d'autres choses. Là, je vais passer la main à Gauthier, qui va vous faire un petit interlude sur les conventions de message. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors du coup, moi c'est Gauthier, j'ai 26 ans, ça fait 4 ans que je fais du React et du JavaScript. Je suis formateur React et JavaScript aussi, j'ai jamais fait d'Angular et Vue. Machallah. Donc à partir de là, on va reprendre le tableau qu'on a vu juste avant, celui-là et celui-là. Et pour toutes les lignes qui sont en rouge, et en orange aussi si on peut, c'est de les passer au vert, parce que le rouge ça veut dire que c'est pas maintenable et que c'est donc voilà, donc là on va commencer du coup par la convention de syntaxe de message. Et on va partir d'un problème tout bête. C'est, imaginons, je vais écrire dans mon application à un endroit, je vais marquer qu'un message a été écrit il y a 7 heures. Du coup, je pourrais me dire tout simplement, c'est tout simple. Je fais un message en français qui dit il y a. Je le mets dans mon dictionnaire de messages à traduire. Et derrière, dans mon JSX, je mets mon message avec mon ID de il y a. Et derrière, je fais un espace et je mets ma valeur variable. Sauf que je peux pas faire ça parce qu'en anglais, ça va être 7 hours ago, par exemple. J'en sais rien. Donc déjà, j'ai un problème avec le français et l'anglais.
c'est que ma variable, je vais devoir la mettre dans mon message. Donc comment je fais ça? En tant que développeur, la façon la plus intuitive, on se dirait, c'est facile, je fais une fonction, je prends ma valeur en paramètre, et du coup pour chaque langue, je renvoie la string qui est bien formatée. Sauf que je peux pas me permettre de faire ça, parce que mes traducteurs, eux, c'est des pros, leur boulot, c'est juste ils prennent un message, ils le traduisent, terminé. On leur demande pas de savoir coder. Genre moi je sais pas parler russe, je connais 3 mots en russe dont 2 insultes, ça va pas me servir. Donc les traducteurs, eux, ils savent pas dev, on va pas leur demander de savoir dev. Donc ce qu'on va leur donner, c'est forcément du texte. Donc nous, dans notre cas, c'est forcément une string. Sauf que dans une string, comment est-ce que je gère des messages complexes? Par exemple, juste en mettant une variable, ou comment je gère, par exemple, les genres. Et surtout, comment je gère les pluriels. Et là, on va faire un petit interlude sur les pluriels. Et sur les règles de pluriel. Donc c'est un truc qui va nous paraître pas très intuitif pour nous en France, parce que dans notre langue et dans toutes les langues qui nous entourent, il n'y a que 2 formes de pluriel. On a le singulier et on a le pluriel. Ça va, je vous ai pas perdu là. Voilà. Du coup en français, le singulier c'est simple, c'est mon count, il est inférieur à 2, donc là je suis au singulier, et tout le reste je suis au pluriel. J'espère que je vous apprends rien. Donc on pourrait se dire, c'est facile, dans mon code je fais juste if count inférieur à 2, j'affiche un message au singulier, sinon j'affiche un autre message au pluriel. Parce que je peux pas faire ça déjà, ne serait-ce que parce qu'en anglais, et j'ai appris ça en écrivant l'information, la méthode c'est que le singulier c'est seulement si mon count vaut 1. Donc si je suis à 0, c'est du singulier. Donc déjà rien qu'avec ça je suis bloqué. Sauf qu'il y a des langues où il y a plusieurs formes de pluriel. Donc en tchèque par exemple, bon je sais pas parler tchèque, mais voilà. Il y a une règle de pluriel pour si j'ai un élément, il y a une autre règle de pluriel si j'ai 2, 3 ou 4 éléments. Il y a une règle de pluriel si j'ai des nombres décimaux, et après tout le reste c'est une autre règle de pluriel. Mais c'est pas tout, parce qu'en arabe, ils ont 6 formes. Voilà. J'ai une forme si c'est 0, j'ai une autre forme si c'est 1, j'ai une autre forme si c'est 2, j'ai une autre forme si c'est un nombre entier qui finit entre 3 et 10, j'ai une autre forme si c'est un nombre entier qui finit au-dessus de 11, et après j'ai une autre forme pour tout le reste, donc si vous avez bien suivi, c'est les nombres décimaux et tous les nombres qui finissent par 0, 1 et 2, sauf 0, 1 et 2. Donc, si vous trouvez ça compliqué, maintenant on va passer au russe. Donc voilà les règles de pluriel du russe. Et c'est pas une blague. Donc vous avez tous les nombres entiers qui finissent par 1, mais pas par 11. Après vous avez tous les nombres entiers qui finissent par 2, 3 et 4, mais pas par 12, 13, 14. Et après tous les nombres entiers qui finissent par 0, entre 5 et 9, ou 11, 12, 13, 14. Et après tout le reste, et si vous avez bien suivi, tout le reste c'est quoi? Les décimaux. Ouais, c'est les nombres décimaux. Putain, il y a quelqu'un qui a suivi. Tu parles russe peut-être. Donc pour conclure là-dessus sur les règles du pluriel, comment je gère ça dans mon appli sur une string de façon générique pour toutes les langues? Et bien en 2 secondes, c'est très simple, on va prendre quelque chose qui fait notre place. Du coup, on va partir sur la syntaxe de message de ICU. Du coup, c'est une syntaxe qui est définie dans la librairie qui s'appelle ICU. Du coup, ICU, c'est pour International Components for Unicode, qui est du coup créé par le consortium Unicode. Pour le boulot, c'est plus ou moins de faire de l'internationalisation. Et du coup, leur syntaxe de message, elle ressemble à ça. Donc, c'est du texte, et mes variables, c'est entre colonnes. Donc, petit disclaimer, du coup, déjà, quand je veux parler de ICU, moi je vais juste parler de la syntaxe d'ICU. Parce que ICU, ça fait plein de choses, mais c'est seulement pour du C, du C++ et du Java. Du coup, dans notre cas, ça ne nous sert pas. Par contre, comme c'est quelque chose qui est utilisé par beaucoup de grosses boîtes du type Google, Amazon, Facebook, leur syntaxe elle est implémentée dans plein de langages, dont JavaScript. Voilà. Du coup, ICU, ça fonctionne comment? Les variables, ça ressemble à ça dans ICU. Donc c'est ce qu'on appelle des blocs qu'on va appeler formateurs, qui prennent 3 paramètres. Donc j'ai mon input, ça c'est ma variable. J'ai un type qui est facultatif. Donc si je précise pas de type, il va juste m'afficher ma variable.
Mon type, c'est soit number, soit date, soit time, soit select, soit plural, soit select ordinal. Donc ça va me permettre, juste avec mes variables, de pouvoir décider comment je vais pouvoir les afficher, ou comment je m'en sers pour les afficher. Et après, j'ai un format qui, en fonction du type, me permet de gérer comment j'utilise l'input pour afficher un message. Donc je vais aller vite fait sur les premiers types. Du coup, c'est number. Imaginons j'ai un nombre count que je veux afficher dans mon message. Je vais entrer que la count. Donc si je précise pas que c'est un nombre, lui, il va pas essayer de comprendre ce que c'est et il va me l'afficher en tant que string. Par contre, si je précise que c'est un nombre, là, il va me l'afficher dans ma locale. Donc, par exemple, si je suis en français, il va me mettre les bons séparateurs de milliers et de décimaux, donc espace et virgule. Par contre, en anglais, il va me mettre virgule et point. Et après, j'ai aussi des formats sur number. Bon, je les ai pas tous mis, mais là, par exemple, c'est pourcent. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend notre nombre, il fait fois 100, il arrondit, il met un petit pourcent derrière. Voilà. Après, il y a les dates. Je mets ma valeur en type, je mets date. Et derrière, j'ai 4 formats qui me permettent d'avoir un petit peu de flexibilité sur comment je l'affiche. Mais en soi, c'est pas la folie. Donc, si vous voulez avoir plus de flexibilité sur comment afficher une date, on va plutôt utiliser une librairie de style moment.js ou IDJS plutôt que d'utiliser la syntaxe aussi. Mais si vous avez besoin d'un truc assez vite fait, on peut utiliser ça. Et le troisième type, du coup, c'est time, donc ça marche plus ou moins de la même façon. J'ai aussi 4 formats, en fait, c'est exactement les mêmes parce que les deux derniers font la même chose. Et je peux afficher heure minute, heure minute seconde, et je peux aussi afficher la time zone. Donc on voit que la time zone, c'est aussi spécifique à la langue. Donc en français, c'est par rapport à UTC, et en anglais américain, c'est par rapport à l'UMT. Du coup, les trois types que je viens de montrer, c'est des formats simples. En principe, ils n'auront pas besoin d'être traduits par les traducteurs dans vos messages. C'est juste si par exemple je fais X 7 hours ago, ça va être X, machin time et ago. Et maintenant, on va passer du coup au type un peu plus complexe, pour voir un peu ce qu'on peut faire avec les cibles. Donc on va commencer par select, c'est facile, ça marche comme un switch. Mon type, je mets select, et après dans ma string format, je mets des cases. Donc si ma variable gender vaut male, je vais afficher he is walking his dog. Si c'est female, il va afficher she is walking her dog. Et si mon gender n'est pas défini ou que la personne est non binaire, ça va afficher they are walking their dog. Donc là, c'est la forme neutre en anglais. Par contre, en français, je n'ai pas de forme neutre, d'après l'Académie française. La forme neutre, c'est le masculin. Du coup, je peux me faire comme dans un switch, je dis juste si c'est femelle, j'écris elle. Et mon default, c'est j'affiche il dans tous les autres cas. Et comme promène son chien en français, contrairement en anglais, c'est la même chose pour tous les genres, je peux le sortir de mon bloc et le mettre directement en global. Donc ça, c'était select. Et maintenant, on va passer à la partie marrante, et pluriel. Donc imaginons dans mon appli, j'ai un message qui affiche combien j'ai de chiens, par exemple. Donc mon nombre de chiens, c'est count. Je vais afficher j'ai count number pour afficher en nombre. Et en dessous, et après je vais dire count en type, je vais mettre plural. Ça va me permettre derrière, en fonction de ma règle de pluriel, d'afficher singulier ou pluriel. Du coup, en keyword, je mets one. Je mets chien en singulier. Après, je mets other. Donc pour tout le reste, je vais mettre chien en pluriel. En anglais, c'est pareil. C'est one dog, other et dogs. Par contre, en tchèque, on a vu tout à l'heure qu'il y a 4 règles de pluriel. One, du coup, j'ai one comme les autres, mais j'ai aussi few, qui est une autre règle de pluriel, qui va désigner une autre règle de pluriel en tchèque. Et après, j'ai other pour tout le reste. Du coup, dans ma string format de mon type plural, j'ai un certain nombre de keywords. Donc c'est 0, 1, 2, few, many. Après, other, c'est comme un switch, c'est juste default, c'est tout le reste. Et après, je peux dire que si pour un nom spécifique, j'affiche un message spécifique. Par exemple, imaginons que je fasse égal 7, j'ai 7 chiens, c'est cool. J'utilise égal 7. Sauf que normalement, vous auriez dû remarquer ici, il y a une incohérence avec ce que j'ai dit il y a 5 minutes, sur la règle de pluriel en français. C'est que là, le singulier, j'ai mis one devant. Donc en français, 0 c'est singulier. Sauf que là, cette string-là, elle est valide. Si je mets j'ai 0 chien, ça va bien me l'afficher au singulier. Et pourquoi donc? Eh bien, tout simplement parce que 0, c'est pas la même chose que égal 0, et 1, c'est pas la même chose que égal 1.
Donc là, normalement, on dit what the fuck. Tout simplement parce que one en français, c'est pas la même chose que one en anglais. Et parce que tous les keywords, en fait, ils sont spécifiques à la locale. Donc maintenant, vous mettez à la place de votre traducteur qui vous dit what. Du coup, ça veut dire quoi dans ma locale? C'est très simple. Il clique sur ce petit lien-là. Et là, il sait. Question à poser. Donc, c'était son petit pesant de page, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai toutes les langues qui sont répertoriées par Unicode. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle le CLDR. Pour, c'est pour le Common Local Data Repository. En gros, c'est un référentiel qui contient des données sur toutes les langues. Des données du style comment dans une langue j'affiche des noms, comment je trie les strings et tout ça. Et en l'occurrence, ça contient aussi la liste de toutes les règles plurielles de toutes les langues. Du coup, là par exemple, je vais en français. Donc j'ai ce petit bloc là pour ma langue. Et pour savoir ce que veut dire one en plural, c'est très simple, je vais dans type cardinal ici. Donc les nombres cardinaux, c'est les nombres normaux, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vois que dans cardinal, j'ai deux catégories, donc one et other. Après, je vais dans la toute dernière colonne. Les deux colonnes là, on s'en fout. On va dans route. Et là, il est marqué i égale 0, 1. Sachant que dans ce tableau, i, ça veut dire la valeur entière du nombre que je suis en train de regarder. Du coup, si la valeur entière du nombre que je suis en train de regarder, c'est 0, 1, je vais dire en dessous de 2, du coup, je suis au singulier. Donc au français, 0, 1, je suis au singulier. Par contre, si je vais en anglais, je vois à mon one, la règle c'est i vaut 1 et v égale 0. Je vous traduis, c'est-à-dire valeur entière égale 1, valeur décimale égale 0. Donc on voit bien que one, ça ne veut pas dire la même chose en français et en anglais. Et si je vais en tchèque, ils vont plus russe après. Si je vais en tchèque, je ne sais pas si tout le monde voit bien. Bref, on voit qu'ils ont 4 catégories en cardinal. Donc one, few, many et other. Du coup, one c'est pour 1, few c'est pour 2, 3 et 4, many c'est pour les nombres décimaux. Donc, tout à l'heure, dans la string que j'ai montré en tchèque, j'avais one, few et other. Parce que j'espère que vous n'allez pas avaler 5 chiens. Ou alors vous n'avez pas de problème sur l'internationalisation. Voilà. Du coup, j'ai juste besoin de ça. C'est la partie la plus complexe de la syntaxe ICU, c'est comment on gère les pluriels pour vos traducteurs. Donc on verra après, mais en gros, c'est complexe pour eux, sauf que c'est presque un standard. Du coup, en principe, si c'est des traducteurs professionnels, soit ils connaissent déjà, soit ils vont apprendre et ça va leur servir. C'est pas trop problématique. Et du coup, le dernier type, c'est select ordinal. Ça fonctionne exactement pareil que plural. La seule différence, c'est que les nombres ordinaux, les keywords, dans une même langue, ils n'ont pas la même signification que leurs keywords pour plural. Donc ça marche pareil. On retourne sur CLDR. Donc on voit qu'en tchèque, pour le type ordinal, j'ai une seule catégorie, parce que tout simplement, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un point après le nombre. Et si je vais en français, je vois que j'ai deux catégories pour ordinal aussi. Donc one, c'est seulement si mon nombre vaut 1. Et si je vais en anglais, c'est ça le nombre ordinal, c'est le premier, deuxième, troisième. Je vais le préciser. Voilà. Du coup, en anglais, j'ai 4 catégories d'ordinal. Donc il faut qu'ils connaissent leur catégorie en ordinal et en cardinal. Et j'ai oublié de montrer le russe. Donc c'est ça le russe. Hein. Donc j'ai rien inventé sur les règles. Voilà. Du coup, c'est tout sur la syntaxe SEO. Et là, je vais faire un petit aparté sur l'internationalisation nativement en JavaScript. Donc ça marche sur votre navigateur, ça marche sur Node. Et ça fonctionne avec la globale qui s'appelle Intel pour internationalisation. Du coup, ce que je peux utiliser avec Intel, c'est par exemple créer des formateurs de nombres. Donc là, je précise français, je précise anglais, et derrière, je peux utiliser ce même objet pour formater des nombres. Donc là, en français, ça met bien une virgule, en anglais, ça met bien un point. Derrière, je peux faire pareil pour le datetime format, pour afficher les dates. Donc en français et en anglais, ça me l'affiche bien de façon intelligente. Et en américain, ça me met ou en point. Et du coup, j'ai également accès aux catégories plurielles.
Du coup, en français, j'ai bien pour 0, 1 et 1,5 au singulier, et pour tout ce qui est au-dessus, ça me vient au 0. En arabe, du coup, ça me sort bien mes catégories cardinales en arabe. Et je peux également avoir accès aux catégories ordinales pour toutes mes locales. Juste que je précise, pour le constructeur de plural rules, type ordinal, et derrière, ça me sort bien les types ordinaux pour les nombres de éléments. Donc tout ça pour dire que ça ne sert à rien d'importer le CLDR complètement dans votre appli. Vous l'avez déjà disponible dans votre navigateur. Je pense que je n'ai pas besoin de préciser que ça ne marche pas avec Internet Explorer. Donc il y a des polyfills, et voilà. Et il y a peu de chances que vous ayez à l'utiliser vous-même. Souvent vous allez utiliser une librairie qui encapsule ça. Voilà. Du coup, Maxence, là, il va vous présenter comment nous on a intégré la syntaxe ICU dans la solution de Différent. Bonjour. Du coup, nous, dans notre application, on a utilisé React Intel. Attends, je vais remonter tout ça. On avait le choix à l'époque entre React Intel et React Native Next, et deux concurrents sur ce segment. À l'époque, Native Next n'était pas encore terrible en termes de maintenabilité ou d'action de la communauté. Et aussi, si vous regardez un peu les deux docs, il y en a une qui est vachement plus intuitive que l'autre. React Intel. Donc du coup, on va partir avec React Intel, et on va reprendre le code de tout à l'heure, et je vais juste montrer un peu ce qu'on va changer. En gros, on va juste commencer par importer un tel provider dans notre code. Dans notre provider local context provider, on va rajouter le provider entre les deux, Intel. En fait, c'est pour lui passer les messages pour que React Intel, dans ses composants consommateurs de ce contexte, ils auront accès aux messages plus facilement. On dégage le composant message que j'avais fait tout à l'heure et on va le remplacer par formatting message. On lui passer tout de suite aussi l'identifiant hello. Je sentais les gens. À chaque fois, on est tout en bas. Et du coup, pour utiliser la syntaxe ICU, l'avantage par rapport à tout à l'heure où mon message il affichait bêtement une string qu'on avait mis dans un dictionnaire, là on va pouvoir lui définir, toujours une string, mais en utilisant la syntaxe ICU que Gauthier vient de présenter. Donc là, code plural avec 0 dogs. Donc, petit aparté, avec React Intel, vous pouvez aussi reprendre le placeholder, vous mettre des placeholders dans votre chat, avec un hashtag pour dire ok, remets count dedans. On doit mettre count avant, puis recount derrière. Ça permet de gérer le cas avec nos docs. Donc, React Intel, ils sont assez sympas parce qu'ils proposent du coup formating message. Pour lui passer les valeurs, on va lui passer un objet avec les clés qui nous intéressent. Donc, ici, c'est la clé count avec la valeur de la variable count. On peut aussi lui passer des numbers, des dates. Les dates, là c'est pareil, vous pouvez décider. C'est pas le même formateur de date que vous avez dans Intel, ou que dans les ICU plutôt. Parce que vous allez pouvoir aussi décider directement est-ce que vous voulez que votre année soit écrite en numérique totalement. Le mois, je vais l'avoir en entier, c'est-à-dire October, et pas juste Oct. Et les jours sur 2 chiffres pour pas avoir un 5 qui traîne tout seul. Du coup, on tombe sur la date de naissance de mon petit frère. Le 5 octobre 93. Sur Sébastien. Et de Bastien aussi, ils sont les mêmes jours, c'est bon. Et le dernier, donc formatique HTML message, c'est celui où vous voulez rajouter un peu de HTML dans votre code. Alors, alerte, c'est pas sanitize. Donc du coup, on va pas mettre des inputs utilisateurs en value, sans devoir retirer toutes les injections XSS qui pourraient traîner dans leur string. Donc faites un wrapper par-dessus qui sanitize pas à chaque fois les entrées, ça vous êtes sûr. Parce que c'est sûr que derrière il va utiliser dangereux aussi cette ligne HTML de React et c'est dangereux. Je sais pas, c'est un flashpoint. Donc sur cette deuxième étape, c'est toujours simple à mettre en place. Je ne suis pas vraiment beaucoup foulé, hein, j'ai lu la doc et c'est parti. Rajouter un nouveau langage ou les mettre à jour, ben, c'est toujours la souffrance et la douleur. Pain, sweat and tears, comme on dit. Gérer des vannes dans les messages, non c'est bon, ça c'est fait. Pas besoin de mettre des fonctions, on a réussi. J'ai intégré les traductions des traducteurs pour la merde. C'est toujours 2 jours en fin de sprint.
Pour les traducteurs, ils doivent commencer à apprendre une nouvelle syntaxe s'ils l'avaient pas. Pas grave, c'est pas nous. C'est pas mon budget, c'est pas mon souci. Qui facturent au mot, ça facture pas autant qu'ils ont mis pour comprendre. Voilà. Donc, il y a encore quelques petites douleurs, donc on va essayer de voir si on peut aller encore un tout petit peu plus loin. Gauthier, c'est pour ça ça. Bonsoir à tous. Voilà, on va pas la charger. Du coup, prochain critère qu'on va essayer de fixe, c'est mettre à jour les fichiers de langue, parce que c'est l'apocalypse absolue. Du coup, on va partir sur un outil qui s'appelle getText. Du coup, getText, c'est quoi? C'est un ensemble de librairies de conventions qui ont été créées par GNU dans les années 90. C'est principalement pour du C. Les conventions pour nommer les fichiers et les dossiers et les outils pour extraire les messages du code, c'est que pour du C. Du coup, nous, ça ne nous intéresse pas. Par contre, ils ont des outils pour gérer les fichiers de traduction. Donc là, ça commence à être bien pour nous. Et parmi ces outils-là, il y a trois choses. Donc, première chose, c'est qu'ils introduisent un nouveau format de fichier qui s'appelle PO, c'est pour Plain Object, parce que c'est juste un fichier texte en fait. Et POT, qui du coup Plain Object Template, donc c'est juste un fichier template de PO qui va être considéré en tant que source de vérité avec les messages de notre appli qui sont à jour. Et qui va nous servir après pour mettre à jour nos fichiers de traduction. Après, getText nous fournit des commandes pour créer des nouveaux fichiers de traduction à partir d'un POT et pour mettre à jour nos fichiers de traduction à partir du POT. Et voilà. Du coup, le workflow qui est implicite dans la librairie de getText, c'est le suivant. C'est d'abord, je déclare les messages dans mes sources d'une certaine façon, parce que derrière, je vais devoir utiliser un script pour les extraire dans un fichier POT. Du coup, une fois que j'ai mon fichier POT, il est à jour avec tous les messages de mon application. Je vais pouvoir m'en servir pour créer des fichiers PO dans une certaine locale, ou pour mettre à jour mes anciens fichiers PO qui ont déjà des traductions, pour ajouter les nouveaux messages, supprimer les anciens messages, et ainsi de suite. Une fois que mes fichiers PO sont à jour, je les envoie au traducteur, ils les traduisent, et s'ils sont traduits ou non, je les importe dans mon code, et j'utilise les messages traduits de la locale en cours pour les afficher. Voilà, c'est tout. Donc Maxence après il va vous expliquer comment nous, on a fait chaque étape pour React. Et d'abord, on va commencer à parler, c'est à quoi ça ressemble un fichier PO. Du coup, un fichier PO, ça ressemble à ça. D'abord, tout en haut, on a le header, donc on a plein de métadatas sur le fichier en lui-même. Donc globalement, ça ne nous intéresse pas, c'est pas pour nous, c'est automatique. Par contre, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la langue. Parce que PO, c'est là vraiment le standard de l'industrie pour les traductions. Et il y a plein d'outils qui permettent du coup de gérer ces fichiers PO. Et cet outil-là, il va voir que je suis en français. Si je traduis une phrase et que j'oublie de mettre par exemple un espace devant un point d'interrogation, il va me dire hey, il y a une erreur de syntaxe en français. Par contre, si je suis en anglais, il va me dire, il va rien me dire parce que c'est normal. Mais si je mets un espace en trop, il va me dire hey, il y a un espace en trop. Après, j'ai les règles de pluriel, mais ça, on s'en fout parce qu'on ne va pas utiliser la fonctionnalité de pluriel des fichiers PO. Nous, on utilise la syntaxe active. Après le header, du coup, j'ai ma liste de messages. Donc, c'est juste un bloc. Enfin, des blocs séparés par des lignes vides. Donc, chaque bloc, c'est un message. D'abord, j'ai mes commentaires. Et après, j'ai mon message et sa traduction. Donc, les commentaires, ça commence par un dièse. Et le caractère qui suit commentaire, c'est pour expliquer, pour dire que le commentaire il a un certain titre. Du coup, si ça commence par dièse point, ça veut dire que c'est un commentaire du développeur à l'intention des traducteurs. Après, ça commence par dièse 2 points, c'est la localisation du message dans mon code. Donc, si je remarque qu'il y a un problème dans un fichier de traduction sur un message, je sais où il a été défini, comme ça je peux aller le corriger. Après, le message ID, c'est du coup unique dans le fichier et c'est le message que je dois traduire. Et le message string, du coup, c'est la traduction du message ID. Personne à la rêve pour le libérer gratos? Bon, désolé. Après, du coup, comme je viens de dire, le message ID il doit être unique dans le fichier PO, sauf que c'est le message à traduire.
Et il se peut que dans mon application, j'ai des messages qui soient les mêmes, mais qui doivent être traduits différemment. Là, je prends l'exemple du message free, qui en anglais, ça peut vouloir dire libéré, mais ça peut aussi vouloir dire gratuit. Du coup, il faut qu'il y ait une fonctionnalité en plus des PO qui est le message contexte, qui permet du coup de donner du contexte pour un message. Où là, par exemple, je dis pour mon message ID free, le contexte c'est free someone à l'impératif, et du coup en français, bah, je l'ai traduit en libéré à l'impératif. Par contre, si en contexte j'ai mis no cost, bah, en français, ils vont traduire par gratuit. Donc ça me permet de traduire 2 fois le même message différemment. Troisième truc, c'est le flag fuzzy. Du coup, si ça commence par dièse, virgule, c'est flag, et du coup, fuzzy, c'est à l'intention des traducteurs, c'est ce message qui requiert votre attention. Il y a peut-être un problème, il faut peut-être le retraduire, il faut peut-être le retirer, je ne sais pas. Et en dernier point, du coup, c'est les messages obsolètes qui, du coup, commencent par dièse tilde. Donc, c'est, imaginons, j'ai mon application, j'ai un message qui a été traduit dans une langue, je le retire de mon appli temporairement parce que j'ai fait une erreur. Du coup, quand je fais tout mon workflow, dans mon POT, il ne sera plus là. Quand je vais update mes PO, bah, il va voir qu'il est plus dans le POT, du coup il va le mettre en obsolète dans le PO. Mais si je vais faire une erreur, dans mon code, je le remets. Ça va revenir dans le POT, et le POT, quand il va mettre à jour le PO avec le message obsolète, bah, il va juste voir, ok, j'avais déjà une traduction, bah, je le repasse en normal, et comme ça, je n'ai pas perdu ma traduction. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur les fichiers PO. Après, comment je fais pour créer un nouveau fichier de langue à partir d'un fichier POT? Ben, c'est simple, c'est en une seule ligne de commande, c'est le message init. Du coup, en input, je lui donne mon POT avec les messages à jour. En output, je lui donne le chemin du fichier PO que je veux créer, et après, je lui donne la locale du fichier PO. Donc, en une seule langue, en une seule commande, j'ai créé mon nouveau fichier de langue. Et après, surtout, la commande qui nous intéresse, petite absence. Comment on synchronise un fichier PO avec un POT? Bah, je fais message merge, je lui donne mon fichier PO, mon fichier POT, et derrière il fait calculer. Du coup, tout ce qui est dans le fichier PO et pas dans le POT, il est mis en obsolète. Et tout ce qui est dans le POT et pas dans le PO, il les ajoute. Il y a aussi une feature dont vous jugerez de la pertinence, c'est que si j'ai un nouveau message qui ressemble vaguement à un message qui a déjà été traduit, il va prendre la traduction du message traduit et va le mettre dans le nouveau message. Et il va le mettre en fait. Donc nous on l'a désactivé parce que l'algo derrière c'est NAMP. Voilà. Voilà. Du coup les avantages et inconvénients de getText, bah déjà je crée et j'update des fichiers de traduction très facilement. En plus comme c'est un standard de l'industrie, j'ai énormément d'outils externes qui sont compatibles avec ça. Donc c'est facile d'utilisation pour les traducteurs. Par contre en désavantage, le pluriel, les règles plurielles en PO, ça ne gère pas les décimales. Nous, dans notre cas, c'est pas trop grave parce qu'on s'en sert pas. Les trucs natifs pour l'extraction, pour en gros gérer tout le workflow, c'est seulement pour du C, donc c'est un peu dommage. Et dans notre cas, ce qui nous embête le plus, c'est qu'il n'y a pas d'implémentation en NAV, donc on est obligé d'utiliser les librairies natives de PO sur notre PC. C'est pas trop grave, encore une fois. Et après, je spoil un peu, mais on va devoir détourner l'usage de certaines features parce qu'il manque des choses dans la syntaxe du fichier PO pour nous, notre workflow sur React. Voilà. Du coup, maintenant, je vais vous présenter comment nous, on a ajouté getText dans notre workflow. Bonsoir. Alors du coup, le workflow que présentait Gauthier, on va devoir un peu le changer parce qu'on n'a pas moyen de faire nativement avec la librairie getText extraire les messages dans des fichiers POT. Donc, du coup, on va utiliser les librairies qui vont permettre d'extraire des messages dans un fichier JSON, librairie qui va transformer JSON en POT, utiliser message merge ou message in pour pouvoir créer ou mettre à jour nos fichiers PO, utiliser une autre librairie qui va transformer les PO en JSON et les remettre dans le code. C'est un peu compliqué, mais ça va assez vite. Donc on va commencer par déclarer les messages en code. Donc RectIntel met à disposition une fonction qui s'appelle defineMessages. Alors, en fait, derrière, c'est une macro Babel pour pouvoir plus facilement les extraire derrière. Il va vous renvoyer en fait l'objet que vous voulez passer en input avec les mêmes clés, les mêmes valeurs. Ça vous permettra vous derrière de pouvoir mettre dans votre code formatique message avec ID message.hello.id, etc.
ou 3 petits points, message.hello, pour les amateurs de ce code opérateur. Il faut absolument avoir un identifiant unique, on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver. Un message par défaut, c'est toujours propre, comme ça au moins vous êtes sûr que dans cette application, le premier utilisateur ne va pas tomber sur un home.banner.title ou quelque chose. Au moins il avait un titre par défaut. Parce que tu en as besoin pour l'extraire. On a besoin pour l'extraire, mais tant mieux. Donc du coup, petite librairie ici donc, qui s'appelle Extract React Intel Messages. On va donc du coup appliquer sur notre code. Pour optimiser, en fait, on va se dire, je peux lui faire parcourir tout notre codebase. On va se dire qu'on va mettre tous les messages dans des fichiers message.js ou .jsx et mettre les messages dedans, ça sera beaucoup plus simple en termes de timing. Bon, ça prend 2 minutes sinon, c'est ça? Donc là, ça prend 10 secondes. À peu près 10 secondes. Le souci, c'est que la librairie juste après, pour faire JSON, POT, elle n'attend pas le même format d'entrée que la sortie de cette librairie-là. Donc on la transforme rapidement. On l'écrit dans message.json, comme ça, bien sûr. Un message.json, on va retomber sur quelque chose comme ça. Donc on est parti chercher nos messages, les a extraits, transformés, nous a créé un gros fichier avec tout ce qui nous intéresse. On utilise la librairie React Intel PO pour lui demander de transformer notre JSON en POT. Enfin, c'est super rapide. À noter qu'on va utiliser ici notre clé de déduplication pour la suite. Lorsqu'on va essayer de faire le parsing inverse, PO vers JSON, on va dire de bien garder l'ID dans un coin, parce que c'est sur celle-ci qu'on va se baser pour pouvoir justement savoir que ID hello c'est bien la chaîne bonjour. Et dans le POT, du coup, on a quelques modifications. En fait, le message contexte, comme vous voyez, maintenant, c'est plus un message à l'intention des traducteurs. Ça va être l'ID du message qu'on a défini dans l'application. Le message ID, c'est toujours la chaîne par défaut, donc le default message. Et le message string, c'est un POT, donc c'est vide. À partir de là, on pourra commencer à écrire nos fichiers fr.po, etc. On peut en créer, message init, ou le mettre à jour, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une option à ajouter en plus pour lui dire attention, fait pas le mapping avec des champs qui ressembleraient déjà au précédent. Voilà. J'ai pas envie de trop m'étaler dessus parce que je vais un peu. Et pour l'importer, donc vous allez pouvoir utiliser un loader webpack sans devoir le transformer, qui va transformer votre PO en JSON et utiliser JSON loader derrière pour l'intégrer dans votre application. Donc courtoisie Gauthier pour le loader React Intel PO. Et donc du coup dans votre code, au lieu de définir tous les messages comme des bourrins, on va pouvoir importer les messages traduits depuis element.po et fr.po et les mettre donc du coup dans l'objet global qu'on a défini en tout premier en début de ce code. Alors en termes de problème, c'est en fait il y a toujours un trou dans la raquette, dans la chaîne. Le workflow, c'est il y a toujours un moment où j'ai mis à jour mes fichiers PO depuis le POT, mais je vais quand même devoir les envoyer au traducteur. Donc je vais encore ouvrir Outlook ou Gmail, renvoyer des fichiers PO, attendre quelques jours qu'ils aient fini de traduire et me les renvoyer et les mettre dans mon code base et faire mon commit. J'ai été obligé de détourner non pas des avions mais l'usage du message contexte. On a dû écrire quelques scripts custom. Et dans le fichier PO, il y a quand même. En fait, je n'en ai pas parlé, mais les string location, là on se disait ok, c'est bon, je sais où est-ce qu'il est. Ce sera toujours dans message.json, du coup, c'est un peu dommage. À un moment donné, on avait réussi à le faire marcher, mais je pense qu'on a dégagé. Récap. Alors, pour les développeurs, on a un peu sacrifié la simplicité de mise en place. Ah bon, c'est pas non plus une usine à gaz, ça va assez vite. Les commentaires, pour ajouter des nouveaux langages, non, c'est une ligne de commande. Les mettre à jour, c'est une ligne de commande et ça met à jour tous les langages. Gérer les vagues dans les messages, c'est bon, on l'avait déjà fait avant avec les CEO. Gérer les traductions des traducteurs, ça reste encore notre souffrance à cette étape. Et pour les traducteurs, ils n'ont plus vraiment besoin de devoir. Ils ont des outils, les PO c'est un standard du marché, ils ont des outils qui existent comme PO Edit par exemple, qui leur permettent de plus facilement justement gérer leur chaîne de messages
Je crois que dans POEdit, il y a aussi la faculté d'utiliser Google Translate ou Bing Translate ou d'autres. Et en payant, t'as les beaux, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est une fin de journée. Voilà. Ah, ça me aussi. Bonsoir. On a arrêté seulement il y a 2 heures. Du coup, ce qui est chiant, c'est d'aller devoir toujours se dire avant de committer, je vais faire exécuter un script Yarn qui va lancer tout le workflow d'entrée. Du coup, on va utiliser Yuski, on va mettre un groupe de pré-commit, et lors du pré-commit, on va mettre à jour tous les fichiers de langue, les rajouter dans la staging area et committer du coup nos fichiers mis à jour. Pour ça, il n'y a plus d'excuses que j'ai oublié. Parce que maintenant, c'est vous pouvez faire. Oublié. C'est pour toi, ça. Bonsoir. Ouais. En complément de ce que Max vient de dire sur Husky, Husky c'est une lib JS qui en gros remplace vos hooks de Git en local et vous permet de les définir directement en JavaScript. Voilà. Et maintenant on va passer à la partie localisation continue du talk. Donc nous on a utilisé un outil qui s'appelle Weblate. On va pas trop s'attarder sur comment ça se met en place parce que ça va être vraiment beaucoup trop long. Globalement, c'est l'interface web sur lequel vous créez un nouveau projet. Dedans, vous donnez l'adresse de votre repo Git. Vous lui dites sur quelle branche vous travaillez. Donc nous, c'est la develop par exemple. Après, vous lui dites où sont vos fichiers PO sur cette branche. Et derrière, Weblate, il va cloner votre repo. Il va récupérer tous les fichiers PO, les parser, récupérer toutes les strings, les mettre dans sa base de données. Les traducteurs, ils vont sur l'interface de Weblate. Ils cliquent sur la langue qu'ils doivent traduire. Et après, ils ont un petit récap de tous les messages qu'ils doivent traduire ou qui sont en fuzzy, du coup, qui requièrent leur attention. Ils les traduisent, ils vérifient que tout va bien. Et une fois que c'est terminé, par intervalle régulier, le Weblate qui va créer du coup des commits sur une branche à part. Et pour certains VCS, il va aussi vous ouvrir des pull requests. Ce qui fait que vous, de votre côté, vous n'avez plus rien à faire. Vous avez juste à donner l'adresse de Weblate à vos traducteurs et à intervalles réguliers, ils vont vérifier ce qu'ils doivent traduire. Ils traduisent et vous, derrière, vous intégrez automatiquement. Donc il n'y a plus ce problème de toutes les 2 semaines, j'envoie les mises à jour aux traducteurs. Et si les mecs ils sont trop lents, quand je les récupère, ils sont désynchronisés par rapport à ce que moi j'ai. Là, ils vont sur l'interface web, ils traduisent, c'est terminé. Voilà, donc une Weblate, ça ressemble plus ou moins à ça. On a un petit récap de toutes les langues, leur degré d'avancement, s'il y a des erreurs, s'il y a des problèmes et tout ça. Donc ça c'est parfait pour le chef de projet, pour les traducteurs et pour l'équipe de dev. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc ce qui est bien avec Weblate, premier point, c'est gratuit. Sylvain, qui est au premier rang là, a rendu l'image Docker de Weblate compatible avec OpenShift. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup j'ai une intégration native avec GitHub, GitLab, Bitbucket. J'ai un tableau d'avancement, l'outil est génial. Et il est open source et le mainteneur il est réactif. Parce que Sylvain, quand il a dû changer toute leur image Docker, ça lui a pris 4 jours. Si le mec répondait pas, ça lui aurait facilement pris 2 mois. Et en désavantage, bon, les pull requests ne sont pas disponibles sur tous les gestionnaires de sources. Donc là, il n'y a que GitHub et GitLab, mais ça tombe bien parce qu'on passe avec ça, donc c'est pas trop grave. Par contre, pour ouvrir les pull requests, il faut configurer un service account GitHub et GitLab sur Weblate, et ça, c'est un bordel absolu. Lui, elle est pas ouf, mais ça va mieux. Et le plus gros désavantage, c'est qu'il n'y a pas de SSO. Donc on peut pas juste dire je branche Weblate sur le LDAP de mon entreprise et hop, tout le monde a un compte, tout le monde peut l'utiliser. On est obligé de créer des comptes à la main. Donc pour une équipe de 10 personnes, ça va. Pour une boîte de 40 000 personnes, c'est un peu plus compliqué. Du coup, si on fait le récap de ce qu'on avait tout à l'heure, l'intégration des traductions, c'est facile, ça suit le versionning, c'est versionné, donc je peux même faire des rollbacks, et du coup Weblate il aura mes anciennes chaînes aussi. Donc c'est parfait. Pour les traducteurs, bon ça change pas, mais au lieu de recevoir les fichiers PO, ils vont sur une interface. Et ils traduisent partout. Donc voilà.
Et Maxence, il va vous montrer ce qu'on pourrait faire encore plus, mais on va pas trop détailler parce que sinon ça va prendre du temps. Bonsoir. Alors du coup, pour aller un peu plus loin, bah ça on l'a fait aussi. Du coup, on va pouvoir se dire par rapport à la code, le sample qu'on fait tourner depuis tout à l'heure, on va mettre les messages aussi dans le state de notre local provider. Et lors de l'asset local, au lieu d'aller chercher les messages dans notre objet global qui regroupait tout le monde, qui faisait que si vous aviez 15 langages, au démarrage de l'application téléchargement, vous téléchargez les traductions pour toutes les langues. On va utiliser une, c'est un peu con. Du coup, ici, on va utiliser la fonction import de Webpack, enfin, qui est reconnue par Webpack. On va faire du bundle splitting, avoir plusieurs chunks pour chaque fichier de langue, on va dire, du coup, et les importer à la volée. Donc, c'est une promesse. Les messages sont en state, quoi. C'est complexe. Pareil, là, c'est les snippets à garder sous le coude, c'est récupérer la langue du navigateur. Alors, quand j'ai démarré ma session, c'était sur IE8. Un navigateur, ça n'existait pas vraiment. Du coup, ce qu'on faisait, je me souviens, c'est on envoyait une requête PT au serveur. Le serveur lisait le header accept language et nous renvoyait la valeur qu'il y avait dedans. Ouais, on dit que son temps. Aujourd'hui, on a HTML5, donc on va pouvoir en profiter. Aussi, ne pas oublier de toujours setter l'attribut langue de la balisée HTML. Donc, ça permet d'aider votre navigateur de savoir en quelle langue ça a été écrit. Et pour les liseuses et tout, ça peut être pratique pour les gens qui doivent le faire lire. Synthèse Webpack. Conclusion. Alors, conclusion, j'espère que ça vous a plu déjà. C'est un peu brut. Du coup, nous, on n'a pas voulu vous montrer un standard, mais un peu toutes les étapes et toutes les souffrances qu'on a essayé de résoudre au fur et à mesure, en espérant que déjà là où on en est, c'est déjà plutôt pas mal. On sait qu'il y a d'autres alternatives en fait à Weblate et ce qu'on a fait là, Weblate c'est avec du crowdsourcing, mais on a toujours la main sur les fichiers sources dans notre codebase, on peut toujours les versionner et c'est plus facile pour avoir plusieurs versions en parallèle. Je sais qu'il y a un truc comme PhraseApp qui utilise c'est du e-context editor, donc j'avais testé. Hein. Si j'ai bien compris, il lance votre application et à la place des messages, vous avez des inputs. Des inputs où vous renseignez le message au bon endroit. Ouais. Ok, voilà. On avait déjà c'est payant. Voilà. Et les licences, vous connaissez tous nos clients. Pas de budget. Par contre, on fera un resto aussi. Moi j'ai un budget bien. Puis PhraseApp, on n'était pas trop chaud parce qu'on voulait vraiment garder la main sur nos fichiers de langue et si j'ai bien vu dans leur doc, leurs fichiers de langue ils sont gérés chez eux sur leur serveur. Donc après chacun son camp, on va dire. Il n'y a pas de meilleure solution que l'autre. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de quoi. On parlait de Go. Alors, j'ai une question qui est un peu plus. En fait, c'est quel est les traducteurs qui ont l'apprentissage de ce question? Dans l'essence de la traductologie, un peu qui est insupportable, c'est qu'on ne peut pas juste sur des conjugaisons plurielles. Et parfois, l'interprétation de l'essence de la traduction implique le fait de repenser entièrement la phrase. C'est extrêmement visible en français, pas vraiment en anglais, c'est visible. En fait, on a besoin parfois de changer l'ordre des phrases, de passer des impératifs. Et donc, est-ce qu'un jour. Est-ce qu'on peut le sortir Est-ce qu'on peut le sortir, s'il vous plaît? Sécurité. On en parle en anglais, s'il vous plaît. C'est pour lui contrarier par que les traducteurs écrire des fonctions, c'est vraiment une exception. On va considérer des questions qui ne marchent pas, je peux les faire en français, mais j'imagine que dans le monde de l'industrie réelle, c'est plus difficile. Alors, j'ai pas tout compris. Est-ce que, en gros, tu veux mettre des conditions dans tes messages? Ouais, vas-y. Hein? Oui. J'ai envie de te dire oui.
Tu fais un message, tu mets des backslash n, et dans ton JSX, tu splits sur les backslash n. Cette réponse me va. Sinon, il y a une solution avec Activitel, c'est de. Ouais, exactement. Ouais. Tu peux mettre des balises paragraphes. Et la mémoire formatique de message, il prend aussi le render function en children. Donc tu peux aussi lui dire de splitter dessus. C'est ce que j'avais fait sur des projets sur Rocket. Il me semble que tu es juste obligé de faire du vrai HTML, tu peux mettre des tags un peu comme tu veux et donner une render function pour ce truc-là. C'est ça. Hein. Si tu veux expliquer que c'est un fait, tu peux dire un paragraphe. Tu prends un paragraphe et. D'accord. Je savais pas. J'avais lu le code. Alors du coup, c'est quoi le langage le plus simple pour démarrer son application et est-ce que vous avez démarré en espéranto? Non. L'espéranto, c'est la langue universelle. Ouais, ça doit parler par Et du coup, est-ce qu'il y a un truc genre, ouais, je starte mon application en, je sais pas, Tu peux le faire dans la langue. il n'y a pas de règle, il n'y a pas de... En gros, la langue dans laquelle tu définis tes messages, tu définis tous tes messages dans la même langue. Et après, tu prends la langue que tu veux, tu peux écrire en français. Il n'y a pas vraiment de pain, C'est juste que du coup, des fichiers PO, ton message allié, ce sera différent. Fermez les yeux, fermez les yeux. Merde, c'était ici. C'était ici, c'est toi qui définis ta locale par défaut, tu dis CEN, que tu mets Esperanto, je sais pas ce que c'est. Non, mais le tag. Ah. Ouais. Ah si, on fait ça avec suspense. Ouais. C'est ça, donc le splitting, tu fais aussi au démarrage, lorsque tu mets ton routeur et que tu notes chaque route. Des messages. Ah, des messages par page. Ah, Non, on ne s'est pas posé cette question-là pour le moment. Nos fichiers de langue ils sont assez courts, parce que la plupart, c'est quasiment des labels en fait qu'on traduit dedans, et le reste on le traduit via Google Translate à la volée. Ouais. Ça c'est pas chier. Pour vos routes URL, je sais pas si vous utilisez Recruiter, par exemple, vous avez des stratégies pour les traduire aussi ou est-ce que... Non, les laissons. Maximum possible. Bon, on n'y a jamais pensé. Okay. En fait, ce serait bête de dire je te passe l'URL en français et le mec il était repris en anglais et du coup pour remapper c'était un peu. En fait, je peux faire un mapping du coup de la chaîne de traduction pour un ID traduction. Et du coup, un mapping de la page avec le document vers la page. Non, après, si tu veux, pour regarder. On est pas du mal, je Du coup, pour répondre à ta question, je pense que vu que Recruiter accepte le routage dynamique, tu peux peut-être définir tes routes dans une fiche. Et tu fais ta sitemap pour donner à Google, et comme ça, Ah si, ça se fait facilement même ça. On peut même faire des tableaux de route. Ouais. Après, est-ce qu'on a les routes à traduire au traducteur? Mon conseil, c'est tu confies sur le côté avec toutes tes routes et tes clés, tu vas regarder les clés dans le PO et tu le génères au build, tu ne vas pas le générer au run, ton sitemap par exemple. il n'y a aucun tool pour faire des. Je pense pas que ce soit très compliqué à mettre en place. Là, nous, notre point de vue, c'était plus axé vers les traducteurs en fait. On avait les traducteurs qui sont des traducteurs et ils étaient perdus avec les JSON déjà. Au début avec le Wedit c'était un peu galère, Weblate ça les a un peu plus sauvés. Weblate, t'as pas genre. En fait, nous on avait pas le PO. Weblate gère les JSON, je pense. Du coup, ça enlève quand même une bonne partie de votre
C'est pas faux. Après, ça récupère les features genre fuzzy et obsolètes. Non, mais c'est le manager qui met un coup en élection. Sinon, on n'a pas de traducteur en plus. D'accord. Non, s'il y a. Vous Des utilisez gens derrière qui vont. Vous utilisez quelle syntaxe de message? On utilise le Raspberry, donc on est un peu comme les mêmes, il y a quelques trucs. D'accord. WebLate, tu peux servir tes fichiers ou tu es obligé à chaque fois de faire une release si tu veux mettre à jour tes trades. Genre, ils se sont rendus compte qu'il y a une connerie, un hotfix, ils peuvent le faire ou à chaque fois il faut relancer une pull request et on dit un webhook. Il y a un webhook. Quand tu push, Non. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que tu es obligé de passer par les pull requests parce que c'est dans la configuration de ton projet. En fait, il y a un cron qui passe et quand il trouve des nouveaux commits, genre toutes les 2 heures il fait une PR. Par contre, si tu as un autre fixe à faire, ben, tu demandes quand tu fais ton truc, tu demandes à commit. Et après, tu as un bouton pour forcer l'ouverture d'une pull request. Derrière, tu la merges, ça fait un fixe. Après, tu es obligé de suivre le cycle de release normal. Ouais, voilà, après t'as quand même une nouvelle version qui se déploie. Mais après, comme les fichiers, c'est des fichiers texte, il n'y a rien qui t'empêche de les éditer directement en textuel. Et après, remerger sur des blocs, comme ça fera une mise au fait derrière. En fait, l'autre raison pour laquelle on voit des pull requests, c'est pour faire la revue de traduction. Parce que ils sont un peu teubés des fois. Bienveillance, pardon. Désolé. Mais en fait, souvent, ça me trouvait en prod de se dire est-ce que c'est faux cette chaîne ça veut rien dire. Et de devoir rollback rapidement pour pouvoir traduire On correctement. disait que le français. Ils ont traduit les chinois. Voilà, c'est Chez vous, c'est quand même les devs qui appliquent les pull requests. ouais. Oui. Au cas traducteur mettre en prod avant tes blocs. Non, c'est protégé. Code review. J'ai compris votre truc. Ok. Merci. Merci. Merci.